Comme si les banques s'étaient passé le mot. Retirer de l'argent de son compte bancaire à partir d'un distributeur automatique de billets reste préoccupant. Un véritable casse-tête pour ces centaines de personnes durant les fins du mois. Ce dysfonctionnement suscite colère et énervement chez les usagers des services bancaires qui font la queue devant les banques des heures durant. Parce que vraiment, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les banques sont submergées. Il va falloir trouver une solution. Et la solution, malgré la diversification des produits, je vous parler de la CBAO, ils ont déjà 3 agences, mais ça ne suffit pas. Et je pense personnellement que les banques devraient revoir le positionnement de leurs guichets automatiques. Surtout pour les gens qui doivent attendre lorsqu'il y a une longue file, la chaleur, déjà il n'y a aucun banc ici, on ne peut pas s'asseoir à attendre. Et parfois il y a des adultes qui viennent ici pour refaire le retrait. Je pense que ça aussi. Et il y a le fait que aussi les guichets automatiques parfois manquent de cash. Et ça, ce n'est pas normal. Un guichet automatique ne doit pas manquer de cash. C'est désolant, mais c'est la stricte réalité. À chaque fois qu'on vient devant les banques, il y a une file interminable et on est obligé de perdre une journée juste pour percevoir son salaire ou bien envoyer son argent. Moi qui ne suis même pas société de la CBAO, je dois envoyer de l'argent à ma famille, mais je suis obligé de perdre 2 ou 3 heures de cours, des fois toute une journée, pour juste envoyer de l'argent à ma famille. Et donc, c'est vraiment regrettable. Le constat est unanime. À chaque fin du mois, le calvaire se renouvelle pour retirer de l'argent auprès des distributeurs de billets. C'est le parcours du combattant chez ces milliers de clients qui confient leur argent à la banque, mais qui peinent à le retirer le week-end en veille de fête, de Gamou ou de Nouvel An et autres. Nous organisons ce festival depuis 8 éditions maintenant passées et la 9e qui démarre cette année du 15 au 18 décembre a été inspirée surtout de l'engagement de monsieur le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, de faire de la Casamance une destination touristique prioritaire. Puisque nous pensons que cela est important, c'est une très bonne déclaration qu'il faut prendre en compte. Alors, mais cela également est parti de l'ambition du gouvernement du Sénégal, surtout le ministère du Tourisme, d'attirer 3 millions de touristes tous les ans au Sénégal à partir de 2023. Mais cela a été corroboré également par les intéressantes prévisions et statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme qui dit que jusqu'aux horizons 2040, les pays à vocation culturelle vont attirer le maximum possible de flux touristiques. Et enfin, tout le monde sait que la Casamance est un terreau naturel de la culture, mais également de la nature fertile. On y retrouve un patrimoine culturel, un patrimoine naturel, colonial et historique vraiment d'importance, d'intérêt et très varié. Alors ces 4 points nous ont indiqué sur l'importance de ce que nous devons faire et nous avons décidé pour 2016-2025 de nous orienter, de faire un focus sur le développement du tourisme, mais pour en fait chercher des solutions, des opportunités aux acteurs de la culture, des arts, de l'artisanat et de l'environnement. Donc voilà grosso modo la quintessence du festival Comcom. Nous avons pensé mettre en œuvre cette synergie en 2005 sur les expressions de la diversité culturelle parce que, vous le savez très bien, les minorités transfrontalières sont souvent oubliées, marginalisées, alors qu'elles peuvent être cet élément, ce catalyseur de la paix. Et nous avons besoin de cette paix, ce qui justifie de notre choix pour Ziguinchor, déjà dans cet esprit. Nous avons aussi pensé qu'il y a des minorités, mais qui ont l'obligation, mais qui ont aussi le droit de contribuer à lutter contre la pauvreté, en assurant la promotion de la diversité culturelle, des expressions culturelles, en contribuant à la production créative culturelle, qui est ignorée pour la plupart du temps, ou qui souvent est exploitée par des personnes venues d'ailleurs. Et nous avons pensé que pour conserver, transmettre et faire en sorte que la culture puisse bénéficier économiquement s'entend, au-delà de la conservation et tout, que nous puissions faire en sorte que ces communautés disposent de personnes
capable de construire, d'élaborer des projets, mais d'être suffisamment sensibilisé sur les enjeux de la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Aujourd'hui, nous travaillons sur le renforcement de capacités, mais pour la mise en place aussi d'un groupe de contact qui va travailler sur un projet futur qui sera le festival Madiba, qui est un festival international, mais qui sera organisé dans la localité, rien que pour promouvoir cette diversité culturelle. Moscou s'oppose à une trêve humanitaire à Alep. Lors d'un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, la Russie, mais aussi la Chine et le Venezuela ont voté contre un projet de cessez-le-feu de 7 jours pour venir en aide aux civils de cette ville martyre de Syrie. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Churkin. Comme nous le savons déjà, ce genre de pause a été utilisé par les rebelles pour refaire un stock de munitions et renforcer leur position, dit-il. Cela ne pourra qu'empirer la souffrance des civils. Le droit de veto de Moscou et Pékin sonne le glas de ce projet de résolution aux grandes dames de la représentante des États-Unis, Michelle Sison. La Russie affirme qu'elle était sur le point de parvenir à un accord avec les États-Unis pour permettre en quelque sorte de résoudre la situation à Alep-Est et que ce projet de résolution mine les négociations. C'est un alibi monté de toutes pièces. Nous ne sommes parvenus à aucune avancée parce que la Russie s'intéresse plus à ses progressions militaires qu'à l'aide qu'elle pourrait apporter aux civils d'Alep. La résolution rejetée à l'ONU prévoyait de laisser entrer les secours destinés aux dizaines de milliers d'habitants de la partie rebelle d'Alep qui sont assiégés. Une trêve temporaire qui excluait les opérations militaires contre les groupes terroristes tels que l'État islamique ou le Front al-Nusra, rebaptisé Front Fateh al-Sham. La démission du chef du gouvernement italien est repoussée de quelques jours à la demande du président Sergio Mattarella. Le président italien a demandé à Matteo Renzi de reporter son départ jusqu'au vote de la loi de finances 2017 que le Sénat devrait, sauf surprise, approuver dans quelques jours. Matteo Renzi avait annoncé lundi soir sa décision de mettre un terme à son mandat en prenant la responsabilité du rejet de la réforme constitutionnelle qu'il avait soumise aux Italiens par référendum. 59,11% des électeurs ont voté non à cette réforme qui visait à réduire les blocages politiques en rognant les pouvoirs du Sénat. La Chambre haute italienne reste élue à la proportionnelle et rencontre des difficultés à dégager des majorités claires. Une fois le budget adopté, le président italien devrait nommer un gouvernement technique qui sera sans doute chargé de réformer la loi électorale. Le chef de l'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a accordé ce lundi une interview à la presse dans laquelle il est revenu sur certaines grandes lignes de son programme présidentiel. Je pense que notre programme est plus acceptable pour les gens en raison des circonstances dans le pays. Le président et son parti ont appauvri l'économie du Ghana et ils ont apporté beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi je pense que nous avons des chances de gagner. Le candidat, 2 fois perdant au présidentiel de 2008 et 2012, compte mettre en valeur les atouts économiques de son pays, notamment en misant sur le volet industriel. Nous croyons qu'il y a des matières premières et des opportunités économiques partout dans le pays et dans les régions qui ont un potentiel industriel. Et nous allons les encourager. Nana Akufo-Addo, candidat du nouveau parti politique et avocat des droits de l'homme, croit en ses chances. Dimanche dernier, l'homme était présent à son dernier meeting de campagne à Accra, la capitale ghanéenne. Son principal rival n'est autre que le président sortant John Dramani Mahama, candidat à sa propre succession pour un second mandat. Rendez-vous dans les urnes le 7 décembre